Nouvelle édition sur la RTD, bienvenue dans le 15h de Télé Djibouti. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'État est arrivé dans l'après-midi hier à Abidjan pour prendre part à la conférence des partis du COP 15. Et en Ukraine, le G7 s'engage à arrêter les achats de pétrole russe. C'était les titres. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est arrivé dans l'après-midi d'hier à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire, où à sa descente d'avion, il reçut un accueil chaleureux, un signe marque d'estime consenti au chef de l'État. C'est la seconde autorité la plus élevée de la Côte d'Ivoire, le vice-président Théomoko Milite Koné, qui est venu accueillir le président Ismaël Omar Guelleh à l'aéroport d'Abidjan, où il eut droit au tapis rouge et à une revue de troupes de la garde d'honneur de ce pays frère. Le déplacement du président de la République à Abidjan procède d'une invitation officielle qu'il a reçue de la part de son homologue ivoirien Alassane Ouattara et a trait à une participation aux travaux de la 15e conférence internationale des parties de la Convention des Nations Unies à la lutte contre la désertification et la sécheresse, un partenariat intégré des pays du monde en vue d'une réponse inclusive et efficiente de la communauté internationale face aux défis de plus en plus répandus posés par le phénomène d'aridité de sol et de réchauffement climatique. L'objectif de la COP 15 qui s'ouvre aujourd'hui dans la capitale ivoirienne est de trouver des moyens de lutter contre l'avancée du désert, la déforestation, l'appauvrissement des terres arables ou les pollutions des sols. La conférence démarre avec un sommet de chefs d'État directement en prise avec le phénomène. Dans le cadre de cette mission en Côte d'Ivoire, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, est accompagné d'une importante délégation comprenant notamment le ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage et des ressources halieutiques, Mohamed Ahmed Awale, et du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Mahmoud Ali Youssouf. À noter également la présence au sein de la délégation conduite par le président de la République à Abidjan de l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès de la République de Côte d'Ivoire, Mohamed Burhan Ali. La jeunesse du quartier Al-Hiba, sous la direction des élus locaux, des membres du conseil de quartier et la coordination des militants et sympathisants de l'UMP ont lancé une campagne de sensibilisation de porte-à-porte dans l'optique de mobiliser la population et d'inciter le plus grand nombre à s'inscrire sur les listes électorales. Cette initiative émanant des leaders communautaires d'Al-Hiba s'inscrit dans le cadre des directives prises suite aux travaux du dernier Conseil des ministres en date qui a marqué l'ouverture des inscriptions aux listes électorales pour la prochaine élection législative sous la houlette du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh et les directives de son vice-président de l'Union pour la majorité présidentielle, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed. Ces actions de porte-à-porte vont se poursuivre dans les autres quartiers de la commune de Bel'as et dans les quartiers de la commune de Razika et dans les quartiers de la grande commune de Balbala et dans les régions de l'intérieur où la jeunesse dynamique est engagée, prête à relever les défis et les enjeux des prochaines élections législatives, souhaite encourager la population à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour la prochaine législature de 2023. Ces législatives s'annoncent particulièrement importantes dans la mesure où elle permettra au président de la République d'avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale pour mettre en chantier son programme présidentiel de 2021. Le ministère du Commerce et du Tourisme de Djibouti a organisé aujourd'hui un atelier de validation de la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, co-présidé par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Al-Samadiri, et le représentant du système des Nations Unies à Djibouti, José Barahona.
Cette rencontre est l'occasion de présenter la stratégie nationale pour la mise en œuvre de la ZLECAf, mise au point par le ministère du Commerce et du Tourisme avec l'appui de la Commission économique pour l'Afrique et l'Union européenne. Cette stratégie analyse les avantages comparatifs de Djibouti pour mieux favoriser la diversification de son économie et le développement des chaînes de valeur. Elle a pour ambition de permettre au pays de saisir au mieux les opportunités offertes par la ZLECAf et d'apporter un nouveau dynamisme à l'intégration économique de la République de Djibouti dans le commerce intra-africain. Le directeur du commerce extérieur et de l'intégration régionale, Hassan Aden Chehem, a fait une présentation sur le processus de mise en œuvre de la ZLECAf à Djibouti, financé par l'Union européenne, et a vu la participation des représentants d'organismes publics, d'experts nationaux et internationaux et des représentants du secteur privé et de la société civile avec l'objectif de valider la stratégie. Pour l'Éthiopie, que c'est très important, mais aussi ailleurs, pour Soudan, Soudan du Sud, Kenya, etc., etc. Les plus livres que c'est le commerce, et le plus de commerce que nous allons entre les pays de l'Afrique, le plus que ça peut bénéficier les portes d'entrée et sortie de Djibouti. C'est aussi aligner les objectifs de développement durable. Il y a dans les objectifs favoriser les zones de libre-échange par le monde, c'est une des façons d'accélérer les objectifs de développement durable. L'experte en matière de genre et de commerce et le représentant de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, le docteur Souleymane Abdallah, en tour à tour, rappelé les enjeux de la zone de libre-échange continentale africaine pour Djibouti. On les écoute. Le secrétariat de la ZLECAf saisit également cette occasion pour applaudir les efforts de la République de Djibouti afin que la ZLECAf tienne ses promesses de développement, non seulement pour le peuple de la République de Djibouti, mais aussi pour tout le continent. Nous reconnaissons et saluons en outre la participation active de la République de Djibouti au processus de la ZLECAf. La République de Djibouti a été parmi les quelques premiers pays à déposer leur instrument de ratification. La République de Djibouti a déposé son instrument de ratification le 11 février 2019, faisant ainsi d'elle le 13e État partie de la ZLECAf. Nous savons également que la République de Djibouti soumettra la version finale de sa liste d'engagements spécifiques pour examen à la prochaine réunion du Comité du commerce des services. En ce qui concerne le commerce des marchandises, le pays n'a pas encore soumis sa liste de concessions tarifaires, mais a pris des mesures pour veiller à ce qu'elle soit élaborée et finalisée. Le secrétariat tient à rassurer la République de Djibouti que nous lui fournirons toute l'assistance nécessaire dans le cadre de son mandat. La ZLECAf offrira l'opportunité aux pays africains, et en particulier à Djibouti, de conforter sa place naturelle de hub logistique régional et d'apporter une réponse aux défis de la création d'emplois, de diversification de l'économie, de développement d'un système d'inclusion sociale et une meilleure répartition des bénéfices de la croissance conformément aux objectifs de développement durable. Ceci est en droite ligne de ce qu'annonçait le coordinateur résident du système des Nations Unies. Et donc la mise en œuvre de la ZLECAf à Djibouti vise un objectif général de renforcement de l'intégration de l'économie nationale au sein du marché unique continental. Le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Warsame Diria, pour sa part, rappelé la volonté exprimée par le chef de l'État à travers notre adhésion à la ZLECAf, intervient dans une période cruciale marquée par des revers socio-économiques que connaissent nos pays en raison de la pandémie du Covid-19, mais également les chocs financiers, économiques et alimentaires en cours. Voici un extrait de son intervention. Il est nécessaire de souligner que cet objectif est conforme avec celui d'unifier le commerce intra-africain cristallisé dans le traité d'Abuja entré en vigueur en 1994, dont les piliers sont les communautés économiques régionales CER. Cela signifie que la ZLECAf s'appuiera sur les acquis de CER. L'opérationnalisation de la ZLECAf contribuera au renforcement des échanges commerciaux intra-africains. Depuis 2017, mon département a réalisé une étude sur l'impact de la participation de Djibouti à la zone de libre-échange du COMESA et une évaluation sur les avantages et défis à la zone de libre-échange continentale et africaine. Elle a identifié
les secteurs potentiels à l'intégration économique régionale dans le cadre de la CELECAF, tels que l'énergie, la pêche, l'éthique, le tourisme et des opportunités de création de chaînes de valeur régionales et continentales. Parmi les mesures prises dans le cadre de la réalisation de la CELECAF, la République de Djibouti est sur le point de conclure les négociations sur les 5 secteurs prioritaires tels que le tourisme, les transports, la communication et y compris la télécommunication et le secteur financier. La stratégie nationale présente les principes sur lesquels le gouvernement va fonder ses actions politiques afin de faciliter une meilleure intégration commerciale du pays aux marchés continentaux et de promouvoir le développement de chaînes de valeur régionales. Le nouveau plan de développement 2020-2024, intitulé Djibouti ici, a réaffirmé son axe stratégique sur la connectivité, l'objectif de promouvoir Djibouti comme une plaque tournante de l'économie régionale et continentale, offrant une plateforme multiservice de financiers, du e-commerce et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dans le reste de l'actualité, une cérémonie d'accueil des nouveaux membres du Conseil constitutionnel s'est tenue ce matin au sein, ainsi qu'une passation des pouvoirs entre l'ancien président, l'honorable Abdi Ibrahim Absi, et le nouveau président Abdi Ismail Hersi. Eh bien, conformément aux dispositions des articles 1 et 2 de la loi organique numéro 4 de l'année 93, troisième législature du 7 avril 1993 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, les membres sont nommés par décret présidentiel sur désignation de celui-ci sur proposition du président de l'Assemblée et du Conseil supérieur de la magistrature pour un mandat unique de 8 ans avec un renouvellement par moitié tous les 4 ans. Le président du Conseil est nommé par le président de la République parmi les membres. Le nouveau président, M. Abdi Ismail Hersi, qui vient d'être installé ce matin, est un grand commis de l'État, magistrat de carrière. Il a occupé la fonction de secrétaire général au ministère de la Justice. Je voudrais vous féliciter à la nomination de la présidence du Conseil. Monsieur Hersi, vous êtes un homme de carrière dans le domaine juridique. Vous avez l'expérience dans le domaine des élections au niveau national, au niveau international et régional. Vous avez également l'expérience ici, dans cette institution. Pendant 4 ans, vous avez travaillé avec nous. Vous êtes également un haut fonctionnaire, un haut cadre et un homme qui a une mission très importante au niveau de l'Union africaine. Votre nomination aujourd'hui ici couronne votre carrière riche pendant plus de 40 ans. Je voudrais vous féliciter. Aujourd'hui, je vais vous remettre la Constitution de la République de Djibouti parce que, avec l'ancienne équipe et l'équipe qui vient d'arriver, vous serez les garants du respect de la Constitution de la République de Djibouti. Félicitations, Monsieur le Président. Il a par ailleurs été élu par les ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Union africaine en qualité de membre de la Commission de l'Union africaine sur le droit international et a assuré pendant 4 ans la fonction de vice-président au sein de cette même commission. Écoutons justement un extrait du discours du nouveau président du Conseil constitutionnel, M. Abdi Ismail Hersi. À ce titre, je vous remercie, Monsieur le Président, de cet éloge. Je remercie les collègues avec lesquels nous avons partagé 4 années de travail ici au Conseil constitutionnel et qui vont nous quitter, puisque nous avions été une équipe, nous avions partagé un travail noble, le contrôle de constitutionnalité des lois, les validations des élections dans notre pays
et puis les examens de quelques plaintes déposées par quelques concitoyens dans certaines matières. Nous avons travaillé dans un esprit d'équipe sous le haut patronage du président Abdi Ibrahim Absiye. Je tiens à vous assurer, monsieur et madame les nouveaux membres et les anciens qui vont rester, que nous allons continuer dans cet esprit d'équipe, que nous allons, dans le cadre de notre mission, travailler dans l'harmonie et dans le respect de notre loi portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel, dans le cadre de la Constitution et dans le cadre aussi de notre règlement intérieur. Nous aurons le temps d'en discuter davantage et je voudrais de nouveau remercier Monsieur le Président, remercier Monsieur les membres et accueillir avec un grand plaisir les nouveaux membres du Conseil constitutionnel. Et je dis vive le Conseil constitutionnel, vive la Constitution de la République et vive le travail que nous allons assurer ensemble. Merci beaucoup de votre attention. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. C'était l'appel à la prière. Bienvenue si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce 15h. Il y a également cet événement. Le maire de Djibouti, accompagné du président de la commune de Bel'as, ainsi que tous les élus issus de cette commune et les chefs de quartier en cette première tournée dans les locaux des communes, réalisé une prise de contact avec les administrateurs des antennes de la commune. Lors de sa rencontre avec les personnels de ces antennes, le maire de la ville a pu s'enquérir les tâches personnelles de l'antenne administrative de la commune de Bel'as Nord et de faire un état des lieux des locaux ainsi que le personnel officie du travail de proximité tel que l'état civil et du tribunal coutumier. Le maire a visité également l'antenne administrative de la commune de Bel'as Nord, située dans le tribunal de première du statut du personnel. Le président du tribunal, Ibrahim Farah Adawe, a accueilli le maire. Ensuite, ce dernier a pu s'entretenir avec le personnel de l'antenne administrative qui gère l'enregistrement des mariages, les divorces, les états civils, etc. Poursuivant sa tournée, le maire de la ville de Djibouti s'est rendu au 2e arrondissement qui abrite le siège de la commune de Bel'as, accueilli par le président de la commune et du sous-préfet du 2e arrondissement, l'ensemble des élus de la commune ainsi que les chefs de quartier. Le maire de la ville a pris contact avec le personnel en exercice dans cette commune et a évoqué avec eux les voies et moyens pour parfaire les services de la municipalité. Eh bien, le maire a par la suite effectué un passage dans l'antenne de l'état civil dans l'hôpital Dar al-Hanan, qui est un centre de référence niveau 3 pour la maternité. Accueilli par la directrice générale, Mme Hawa Hassan Guessoud, a présenté au maire les différentes missions de l'antenne de l'état civil dans l'hôpital. Elle a également présenté les missions et prérogatives de cet hôpital. Avec le président de la commune et les membres de leur bureau, premier vice-président, le 2e vice-président, avec tous les membres des élus de la ville de Djibouti. S'en est suivi par la suite de la bibliothèque municipale, cet important édifice municipal qui regorge plus de 7000 ouvrages et est un centre de ressources où viennent se divertir les étudiants ainsi qu'une population intergénérationnelle. La tournée s'est achevée par la visite de l'antenne de Bel'as dans le 3e arrondissement. Le maire a été accueilli par la sous-préfète Mme Fatouma Ibrahim et le commandant de la police
Amin Mohamed, eh bien, lors de l'entretien avec les agents de l'antenne de la commune, le maire n'a pas manqué de rappeler le devoir de la mairie envers la population et a exhorté plus de proximité, quitte à solliciter l'implication des élus communaux dans la vie active de nos concitoyens en faisant remonter des informations relatives au dysfonctionnement des services publics, éclairage public en panne, écoulement et d'eau potable. Dans une allocution, le maire a expliqué que l'objectif de la tournée consiste à faire de visu un état des lieux pour mieux répondre aux besoins et de se rapprocher de notre population à l'avenir. Le Conseil national de l'Ordre des médecins de Djibouti a organisé ce week-end une formation sur la chirurgie buccale. C'était aux Acacias. La chirurgie buccale et maxillo-faciale est une spécialité de la médecine dentaire qui est reconnue internationalement. Elle s'intéresse au diagnostic et au traitement des maladies, blessures et anomalies du visage, de la bouche, des dents et des mâchoires. Cette formation dispensée par le docteur Choura Ahmed, d'origine marocaine, a permis à une vingtaine de dentistes du service public de la CNSS, de la police nationale, des forces armées, des gardes-côtes de bénéficier de l'expertise du professeur et du docteur Choura Ahmed, qui s'est réjoui justement de l'organisation de cette chirurgie buccale. Écoutez-le. Donc ça me fait un grand plaisir d'être avec vous. Et vraiment, c'était 2 journées qui sont très riches, et surtout en contact humain, en partage. J'ai fait la connaissance de gens qui sont extraordinaires, qui sont très gentils. Ça me fait un grand plaisir de partager ce que j'aime faire, ce que j'aime pratiquer, ma passion à la chirurgie. Je crois que vous l'avez senti, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire et j'aime bien partager cet amour avec vous. Le début d'une coopération sud-sud, d'une coopération qui est fructueuse, Inch'Allah. Voilà, je vous remercie énormément. Je remercie le président de l'Ordre, tout le personnel, toute personne qui a œuvré pour la réussite de ces 2 journées. Et je vous dis, on se rencontre encore une fois, Inch'Allah, soit ici à Djibouti, soit au Maroc. Le président de l'Ordre des médecins de Djibouti a indiqué pour sa part que cette session de formation sur la chirurgie buccale est la première d'une longue série de formations à venir. Nous l'écoutons. Cette session sur la chirurgie buccale est la première d'une longue série de formations à venir. Nous sommes à l'aube d'un processus novateur qui devra, in fine, aboutir à l'harmonisation des protocoles thérapeutiques. Le caractère cosmopolite des praticiens djiboutiens impose la nécessité impérieuse de parler le même langage médical. L'élaboration des guidelines des prises en charge est une suite escomptée. Grâce à Dieu, à nos efforts et du soutien des autorités de notre pays, nous ferons de nos aspirations une réalité. Comme vous le voyez, les résultats que nous nous fixons sont nombreux, même si encore beaucoup de travail reste à faire pour répondre à la fois aux demandes de plus en plus pressantes du secteur, tout en gardant à l'esprit qu'au finish, tous ces efforts doivent permettre aux patients djiboutiens de disposer des professionnels de santé toujours plus performants et à l'écoute de leurs besoins. Au terme de cet atelier de formation sur la chirurgie buccale, permettez-moi de réitérer mes remerciements au nom du Conseil national des professions médicales de Djibouti au professeur Choura, qui a généreusement pris de son temps pour partager son savoir avec nous. Cher professeur, soyez-en gratifiés. Notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions des dentistes qui ont bénéficié de cette formation. Nous avons pu participer à une formation de haut niveau, de haute qualité. Ça nous a permis de nous mettre à jour par rapport aux dernières recommandations internationales. Ça nous a permis aussi de consolider nos connaissances, perfectionner nos connaissances médicales, mais aussi chirurgicales, à travers des ateliers chirurgicaux.
Ça nous a aussi permis de réunir tous les médecins dentistes de tout Djibouti, c'est-à-dire les médecins du ministère de la Santé, de toutes les polycliniques de la ville de Djibouti. Les médecins des régions sont aussi là, les médecins dentistes des régions aussi, les médecins dentistes de la CNSS, de la Caisse nationale de sécurité sociale, les médecins dentistes de la police, les médecins dentistes des militaires, de l'hôpital militaire. Il y a aussi les médecins dentistes de la garde-côte. Presque tous sont là pour participer, pour s'améliorer, pour se perfectionner. Et bien sûr, tout cela, c'est pour notre population, la population djiboutienne, afin que cette population puisse bénéficier d'une prise en charge de qualité. Au Burkina Faso, depuis le 16 avril, 8 mineurs sont coincés à plusieurs centaines de mètres sous terre dans la mine de zinc de Perkoa au Burkina Faso. Donc les secouristes espèrent encore un miracle. Les 6 Burkinabés, un Zambien et un Tanzanien, ont été portés disparus à la suite d'une inondation provoquée par des pluies diluviennes, selon la compagnie canadienne Trevali Mining qui exploite la mine. L'espoir que nous avons, c'est qu'il est confirmé que la jauge d'aération de la chambre de refuge est toujours fonctionnelle. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du gouvernement burkinabé. Et en Ukraine, je vous le disais en titre, le G7 tout entier s'est engagé aujourd'hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe. C'est ce qu'a annoncé hier la Maison-Blanche dans un communiqué. Ces décisions vont porter un coup dur à la principale artère irriguant l'économie de Vladimir Poutine et le priver des revenus dont il a besoin pour financer sa guerre contre l'Ukraine, affirme l'exécutif états-unien. Son communiqué ne précise toutefois pas quel engagement exactement a pris chacun des membres du G7, à savoir l'Allemagne qui en a la présidence cette année, le Canada, les États-Unis, la France, l'Italie, le Japon et le Royaume-Uni. Le G7 tenait hier en visioconférence sa 3e réunion de l'année avec la participation du président ukrainien Zelensky. Le choix de la date est hautement symbolique. Les Européens commémoraient le 8 mai la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce 9 mai 2022. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Télé Djibouti.